Le 6 mai 2013, une femme crie à travers une porte de maison. Charles Ramsay, un voisin, sort de chez lui en entendant les cris et il aperçoit un bras s'agitant dans l'entrebâillement de la porte de son voisin. Charles entend la femme crier à l'aide et en la voyant complètement paniquée, il défonce le bas de la porte avec un autre voisin. La jeune femme se faufile à travers le trou désormais assez grand pour passer, suivie d'une petite fille de 6 ans. Elle emprunte le téléphone de Charles Ramsay et appelle le 911. Elle déclare « Aidez-moi, je suis Amanda Berry. J'ai été kidnappée et portée disparue depuis 10 ans. » Cleveland 911, do you need... Hello, please. Help me, I'm Amanda Berry. You need police, fire, or ambulance. I'm the police. Okay, and what's going on there? I've been kidnapped and I've been missing for 10 years and I'm here, I'm free now. Okay, and what's your address? 2207 Seymour Avenue. 2207 Seymour. Looks like you're calling me from 2210. Huh? Looks like you're calling me from 2210. I can't hear you. It looks like you were calling me from 2210 Seymour. Yeah, I'm across the street, I'm using the phone. Okay, stay there with those neighbors. Talk to the police when they get there. Okay. Thank you. Okay, talk to the police when they get there. Okay. Hello? Yeah, talk to the police when they get there. Okay, all right, I'm gonna wait right now. I We're need going them to send now. them as soon as we get a car open. No, I need them now before we get back. All right, we're sending them, okay? Okay, I mean, like, Who's the right guy? now. Who's the guy you're who's the guy who went out? His name is Ariel Castro. All right, how old is he? He's like 52. All right, and I'm Amanda Berry. I've been on the news for the last 10 years. okay, I got that here. I already. And you said what was his name again? Ariel Castro. And is he white, black, or He's Hispanic? Hispanic. And what's he wearing? I don't know because he's not here right now. That's When why he I got away. left, when he left, what was he wearing? Sweetheart, it's a pity. What? All right, the police are on the way. Talk to them when they get there. Okay. Okay. I told you they're on the way. Talk to them when they get there. Okay. All right, okay. Thank you. Bye. La police, qui n'était pas très loin, arrive 2 minutes plus tard. Amanda prévient qu'il y a encore des personnes à l'intérieur. Ils rentrent dans la maison et ils découvrent 2 autres jeunes femmes qui leur sautent au cou de joie. Michelle Knight, 30 ans, qui avait disparu quand elle avait 19 ans en 2002, donc depuis 11 ans, et Gina DeRezus, 23 ans, disparue en avril 2004 à l'âge de 14 ans, il y a donc 9 ans. Ariel Castro, un chauffeur de bus, est arrêté quelques minutes plus tard dans un McDonald's non loin de là. Les enlèvements. La première à avoir été enlevée est Michelle Knight, et son histoire est vraiment terrible parce qu'elle avait déjà un passé très difficile. D'ailleurs, j'aurais aimé, entre guillemets, pouvoir montrer une photo de son avis de recherche, comme celui d'Amanda et de Gina, mais il n'y en a pas eu parce que personne ne la recherchait. J'ai lu son livre et vraiment c'est très bouleversant de voir tout ce qu'elle a subi. Michelle, dès l'enfance, est victime de harcèlement scolaire parce qu'elle est vraiment toute petite, elle a un problème de développement, on dirait presque du nanisme, et du coup elle est vraiment moquée tout le temps à l'école. Elle vient d'une famille pauvre et nombreuse où il y avait tout le temps des allées et venues de personnes de la famille ou même d'inconnus et où personne ne s'occupait vraiment d'elle. Elle était mal nourrie et dès l'âge de 5 ans, elle a été violée par un membre de sa famille qui vivait donc dans la maison et pendant des années. Elle apprend alors à déconnecter de son corps, ce qui lui servira pendant les viols répétés qu'elle va subir par la suite. Elle fugue de temps en temps et elle a même vécu dans la rue, dormant dans une poubelle pendant plusieurs semaines. Au lycée, un beau jour, un garçon s'intéresse à elle et elle se sent enfin aimée. Elle tombe enceinte à 17 ans, mais elle apprend que le garçon avait une copine, donc elle rompt avec lui et elle ne lui dit pas qu'elle est enceinte. Un jour, alors que son fils a 3 ans, elle part chercher du travail et elle confie son fils à sa mère. Quand elle rentre, son beau-père ivre lui a cassé le genou. À l'hôpital, on lui retire la garde de son fils parce que Michelle vivait avec son beau-père, donc on estime que ça représente un danger pour l'enfant, et Michelle va vivre chez une cousine. Le jour de son enlèvement, elle se rendait justement à un rendez-vous chez son assistante sociale pour voir son fils et pour préparer une audience afin de le récupérer. Le 22 août 2002, donc, elle part de chez sa cousine pour ce rendez-vous avec une assistante sociale et elle part avec une autre cousine à pied parce qu'elle n'a pas le permis ni de voiture et la personne qui devait l'emmener a annulé le jour même.
Il fait très chaud, elle ne trouve pas l'adresse du rendez-vous, aucun passant n'arrive à lui indiquer le chemin. L'heure tourne et elle sent qu'elle va être en retard. Elle prévient donc les services sociaux qu'elle ne trouve pas l'adresse et qu'elle aura certainement du retard et on lui raccroche au nez. Elle sait que ça joue en sa défaveur et elle commence vraiment à perdre espoir. Elle se sépare de sa cousine qui va de son côté et elle de l'autre et elle va dans une supérette demander son chemin à une caissière qui ne sait pas non plus où se trouve l'adresse. Et là, un monsieur qui entend la conversation lui dit savoir où c'est et lui propose même de l'emmener. Il avait l'air plutôt sympa, bien qu'un peu sale, d'autant plus qu'elle le reconnaît. C'est le père de son amie Emily. Elle monte dans son pick-up et en discutant, il lui dit qu'il vient d'avoir des chiots et qu'elle pourrait en prendre un, que ça ferait sûrement plaisir à son fils. Mais elle se rend compte quand même qu'il ne va pas dans la bonne direction, mais voilà, il lui dit qu'il doit prendre quelque chose chez lui vite fait, il lui propose de venir voir les chiots dans la foulée et que sa fille Emily est là en plus et qu'il la déposera après. Elle est en retard mais elle n'ose pas refuser. Quand elle rentre dans la maison, elle a juste hâte de partir tellement c'est sale et que ça sent vraiment très mauvais. Mais Ariel Castro, il insiste pour qu'elle monte à l'étage voir les fameux chiots. Elle monte, ils vont dans une chambre au mur rose, il lui dit que les chiots sont sous la commode. Elle se penche et soudainement, il ferme la porte et il lui dit « Si tu cries, je te tue ». Le cauchemar qui durera 11 ans commence alors. Des tortures et des viols quotidiens, des souffrances perpétuelles. Elle tombera enceinte 5 fois et à chaque fois, il la fera avoir des fausses couches en l'affamant et en la frappant violemment au ventre et même une fois avec une haltère alors qu'elle est enceinte de déjà 3 mois. Elle apprend environ 1 an plus tard dans les médias la disparition d'une jeune fille, Amanda Berry, 17 ans, mais elle ne sait pas encore que cette jeune fille a été enlevée par Castro jusqu'au jour où elle entend du bruit et des cris comme « Reste loin de moi, laisse-moi tranquille ». Donc elle se doute qu'une autre jeune fille est là, puis il la lui présente très brièvement et elle la connaît en fait, elle était dans sa classe d'art plastique quelques années auparavant. Amanda Berry, elle, a été enlevée le 21 avril 2003, la veille de ses 17 ans. Elle travaillait au Burger King et elle revenait du travail. Ariel Castro lui propose de la ramener et là aussi, Amanda connaît une de ses filles, donc elle lui fait confiance. Il lui propose de passer voir sa fille brièvement, mais une fois dans la maison, rebelote, il viole Amanda dans une chambre. Elle pense que ça va s'arrêter là, qu'il va la libérer, mais il l'attache à la cave. Elle crie tellement qu'elle perd sa voix et elle pense vraiment que c'est la fin, qu'elle va mourir. Mais là commence son calvaire quotidien. Et dans son délire, Castro prendra un peu Amanda pour sa femme et c'est la seule qui ne sera pas toujours attachée au départ. 1 an plus tard vient le tour de Gina De Jesus, le 2 avril 2004, alors qu'elle a 14 ans et qu'elle rentre de l'école. Ariel Castro l'enlève près du lieu où il a enlevé Michelle en lui demandant de l'aider à retrouver sa fille Rosie, qu'elle connaît bien d'ailleurs et dont elle vient seulement de se séparer. Il présente Gina à Amanda puis à Michelle et il l'attache dans la chambre de Michelle avec cette dernière. Les chaînes lui font des blessures et puisqu'elle est attachée collée à Michelle, il est assez difficile d'aller ensemble jusqu'au seau qu'il a mis dans la chambre pour faire leurs besoins. Elles vivent l'enfer toutes les deux côte à côte et se soutiennent dans cette épreuve. Et pour éviter que les filles s'allient trop contre lui, il essaie de les monter les unes contre les autres. La vie en captivité. En ce qui concerne Michelle, le cauchemar commence à peine arrivé dans la maison, dans une chambre rose attachée avec des rallonges, radio hurlante. Elle reste ainsi saucissonnée, s'étranglant à moitié avec la rallonge, se faisant dessus pendant 24 heures, sans manger ni boire, avec une chaussette dans la bouche, avant qu'il ne revienne enfin avec un McDonald's, puis qu'il la viole dans l'autre chambre blanche à côté. Elle est ensuite enchaînée au sous-sol, un casque de moto sur la tête, privée de nourriture, de lumière. Il la viole et la torture quotidiennement. Je vous décris même pas tout ce qu'elle a subi, c'est vraiment juste abominable. Elle entend parfois des amis de Castro jouer de la musique avec lui à l'étage, mais impossible de se faire entendre. Sa famille ne la cherche pas, croyant qu'elle a disparu volontairement à cause de la perte de la garde de son fils. Et il la met ensuite à l'étage, dans la chambre rose, toujours enchaînée au mur. Un jour, à force qu'elle insiste, il lui apporte un chiot, un pitbull qu'elle appelle Lobo. Au début, Castro met le chien dehors quand il la torture, mais un jour qu'il est ivre, il laisse le chien dans la chambre et le chien attaque Castro pour défendre Michelle. Et alors, Castro brise le cou de ce pauvre Lobo et le tue.
Michel était vraiment totalement effondré, il venait de lui enlever la seule chose qui la réconfortait dans cet enfer. Par moments, il fait des tests comme s'il partait de la maison en claquant la porte et il vient voir si Michel bouge et si c'est le cas, il la tabasse. Il fera ça aussi avec les 2 autres filles. Michel et Gina sont attachés ensemble dans la chambre rose et elles passent beaucoup de temps à écrire, dessiner sur des carnets qu'il daigne bien leur donner et à regarder la télévision. Les 3 filles sont violées quotidiennement, elles sont également battues, surtout Michel Knight qui est vraiment le bouc émissaire, et ce sera encore pire quand il perdra son travail vers la fin et qu'il sera là tous les jours. Elles vivent vraiment l'horreur tout le temps et parfois elles voient à la télé qu'on les recherche, vraiment une lueur d'espoir dans ces ténèbres. Elles ont eu quelques occasions de prévenir quelqu'un ou de fuir, mais très peu, et c'était toujours vraiment très risqué pour elles ou même pour les autres filles. Castro avait un pistolet avec lequel il les menaçait et il leur disait sans arrêt que si elles fuyaient, il tuerait les autres. Et puis avec les tests, elles avaient toujours peur quand une porte était ouverte, que ce soit un test. De plus, il y avait aussi des alarmes faites maison un peu partout. Il les terrorise vraiment beaucoup et la prison devient mentale. Quand quelqu'un venait chez lui, y compris ses filles, il attachait les 3 filles et les bâillonnait dans le sous-sol ou parfois à l'étage, et il donnait des tas d'excuses à ses filles pour ne pas qu'elles y aillent ou aux autres personnes. Et une fois, il semble même que quelqu'un de sa famille a demandé à descendre, et quand il a dit non, la personne a dû trouver ça étrange, parce que peu de temps après, elles se sont retrouvées enfermées dans un van dans le jardin pendant 5 jours. Amanda apprend la mort de sa mère en 2005, de chagrin, dira-t-on aux informations, et 1 mois plus tard, elle apprend qu'elle est enceinte. Et étant donné ce qu'a vécu Michel, Amanda est vraiment terrorisée à l'idée que Castro s'en aperçoive, mais le temps fait son œuvre, Castro s'en aperçoit et il souhaite que le bébé naisse. C'est Michel qui sera obligé de mettre au monde le bébé d'Amanda dans une petite piscine, sous les menaces constantes de Castro, et ça semble vraiment avoir été une épreuve très difficile pour elle qui avait perdu tant de bébés. La petite fille est née le jour de Noël en 2006. Castro change un peu d'attitude et il estime qu'ils sont une famille maintenant. Plus la petite Jocelyne, la fille d'Amanda, grandit, plus elle pose des questions et plus Castro souhaite que les choses paraissent plus normales. Elles doivent prendre chacune un surnom et s'appeler par ce nom-là devant Jocelyne pour ne pas qu'elle risque de répéter le vrai nom à d'autres personnes. Il commence donc ensuite à les détacher vraiment tout le temps et le 6 mai 2013, il en oublie de fermer la porte de la chambre d'Amanda à clé. Amanda trouve ça un peu bizarre parce qu'il lui semble avoir entendu Castro partir. Elle a peur que ce soit encore un test pour ensuite l'abattre, comme il l'a déjà fait. Mais Jocelyne va vérifier et là, elle la prévient que Castro est bel et bien parti. Amanda se dit que c'est vraiment le moment ou jamais de tenter quelque chose. Leur libération a été un véritable chamboulement pour la population. Un policier leur dira même « Mon Dieu, nous vous avons cherché depuis si longtemps ». Ariel Castro a été condamné à une peine de 1000 ans de prison, parce qu'aux États-Unis les peines sont cumulables, mais il s'est pendu dans sa cellule le 3 septembre 2013, soit seulement 4 mois après leur fuite. Comme le dit bien Michel dans son livre, il n'a même pas supporté 1 mois la torture qu'il leur a infligée pendant des années. La maison de Castro a ensuite été détruite. La vie d'après. Tandis que Gina et Amanda vont habiter chez leur famille, Michel Knight est allée en maison de repos parce que malheureusement elle n'avait pas vraiment de chez elle. Elle a vu brièvement ses frères mais elle n'a pas souhaité revoir sa famille, notamment sa mère. Elle était vraiment en colère pour ce qu'elle a vécu enfant et que personne ne les recherchait. Elle a dû subir une opération reconstructrice de la mâchoire à cause des nombreux coups reçus et elle est la seule à avoir voulu assister au procès et à la destruction de la maison. Elle n'a malheureusement pas retrouvé son fils Joey parce qu'il a été adopté à l'âge de 4 ans. Elle est en contact avec les parents adoptifs mais ils pensent que pour son bien, elle ne peut pas se manifester pour l'instant et Michel ne peut plus avoir d'enfant à cause de tout ce qu'il lui a fait subir. Vraiment, son histoire me touche beaucoup. Je trouve qu'elle a été particulièrement malmenée par la vie et la seule idée à laquelle elle se raccrochait pendant ses 11 ans, c'était de revoir son fils Joey, qu'elle n'a toujours pas pu revoir. Elle a écrit donc un livre « Traverser l'enfer et croire encore au paradis », dont d'ailleurs je tire la plupart de mes sources et c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup d'informations sur elle plutôt que sur les 2 autres. Et elle a changé de nom et s'est mariée. Elle continue de se reconstruire en s'occupant d'animaux.
Amanda Berry, elle fait des petites vidéos à la télévision pour parler de personnes disparues. Elle a écrit un livre avec Gina DeJesus. Amanda et Gina sont devenues amies à la fin de la captivité et beaucoup plus proches à la libération. Elles ont écrit le livre Hope ensemble. Les relations par contre avec Michelle, elles paraissent plus distantes. Elles se sont pas revues depuis la libération hors événement médiatique. Et Michelle avait gardé un peu contact avec Gina au début. Et après, plus du tout, et j'ai pas vraiment trouvé pourquoi elles ne sont pas restées en contact. En plus, Michelle et Gina étaient vraiment très proches, puisqu'elles étaient enfermées dans la même chambre pendant beaucoup d'années. Et un jour, Gina offrira même une robe à Michelle. En fait, c'était la seule et unique fois où Castro il a accepté d'acheter quelque chose avec leur argent, entre guillemets. En fait, c'était de l'argent qu'il leur jetait après les viols, certainement pour les humilier un peu plus. Et donc, Gina avait pu lui demander d'aller acheter une robe pour faire plaisir à Michelle. La fille d'Amanda, Jocelyne, elle avait quasiment pas vu le monde extérieur avant ses 6 ans, donc elle allait en fait parfois avec Castro, voir la mère de Castro et des amis de celui-ci. Il disait d'ailleurs que c'était la fille de sa petite amie, mais elle n'allait pas à l'école bien sûr. Encore aujourd'hui, Jocelyne va voir de temps à autre la mère de Castro, qu'elle appelle grand-mère. Pour elle, c'était normal quoi. On ne sait pas trop de choses sur elle, ce qui est plutôt normal, c'est pour la protéger, mais je me demande comment elle a pu se construire après cette enfance vraiment particulière qui était pour elle sa normalité. D'ailleurs, je vous conseille le film Room, qui se passe dans une seule pièce, où une femme est séquestrée et elle a un enfant de son bourreau qui ne connaîtra jamais autre chose que l'intérieur de cette pièce. Et c'est assez intéressant de voir après, quand ils sont libérés, comment l'enfant a du mal à s'adapter à la vie réelle. En ce qui concerne la vie d'après de Gina, j'ai pas trouvé d'informations. Elle poursuit certainement sa reconstruction entourée de sa famille. Et pour la petite histoire de fin bien glauque, comme si ça l'était pas assez, Émilie Castro, la fille d'Ariel Castro, celle qui connaissait Michel, à l'âge de 19 ans, elle a été condamnée à 25 ans de prison pour avoir tenté d'égorger sa fille de 11 mois. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je sais que c'est une histoire connue et qu'il y a sûrement plein de vidéos dessus. Donc j'ai pas regardé les autres vidéos pour avoir ma propre approche de l'histoire. J'espère que ça vous a quand même apporté d'autres informations. N'hésitez pas à aimer la vidéo si ça vous a plu et à vous abonner pour m'encourager. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!